Salut à tous et bienvenue dans ce show numéro 99 en live sur MX Réflexion, mxreflexion.com pour les archives ou sur YouTube si vous avez raté nos anciens lives. En tout cas cette semaine, nouveau live en confinement, veille de week-end de 3 jours, donc on se sent détendu comme un vendredi, ça fait plaisir. Même si ce soir on a quand même pas mal de concurrence parce qu'il y a les visiteurs à la télé, on a lancé un petit sondage tout à l'heure et apparemment... Il y en a certains qui risquent de revoir leur grand classique ce soir au lieu d'écouter notre invité du jour. Mais bon, j'y crois pas trop, je pense qu'ils auront quand même le téléphone pas loin. Tant que j'y suis pour le long week-end, si vous vous ennuyez ce week-end, Super Cross The Game 3, il y a un nouveau site internet avec un championnat qui vient de sortir. Pas mal de pilotes américains vont en faire partie. Donc ça s'appelle, suivez-les sur Instagram, ça sera plus simple que d'énoncer leur site. Sinon, vous nous écrivez en privé. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, c'est MVS-e-sport. MVS-e-sport, vous les trouvez sur Instagram. Vous allez voir, ce championnat va sortir dans pas longtemps. Étant qu'on est dans la page de pub, on a aussi Up Design Moto qui a sauté sur l'occasion. Et on va en parler un petit peu tout à l'heure, puisque Jérôme Delziani connaît bien notre invité du soir. Et il s'est proposé pour offrir quelques lots. Donc il suffit de partager ce live et d'aller aimer la page Up Design Moto. On va vous mettre tout ça en commentaire pour ceux qui arrivent un petit peu en cours. Mais sinon, moi, je suis très content de vous retrouver, parce que ce soir, on a 2 cadors de la Ligue Aquitaine. Il y en a même un qui est une rockstar parce qu'il a été champion UFOLEP dans cette même région. C'est Blaise Abadi. Comment ça va, Blaise ? Ça va très très bien, content de retrouver tout le monde avec un invité de marque que l'on connaît, que l'on a vu évoluer depuis tout jeune, qui roulait avec mon frère depuis l'âge de 7-8 ans, il me semble. On avait évolué en Ligue d'Aquitaine, comme tu l'as dit, en mini-vert, donc on se connaît depuis un moment avec Marvin. Ça fait plaisir de retrouver Marvin au programme du soir. Beaucoup de questions pour notre invité, je vois qu'il y en a déjà pas mal qui commencent sur le live. Mais bon, avant de parler de tout ça, Nico, je vais te laisser présenter notre invité quand même si la plupart le connaissent. On n'aurait presque pas eu besoin, mais bon, allez, on va rappeler un petit peu son palmarès. Double champion du monde MX2, c'était en 2009-2010. Certains n'étaient pas nés, ceux qui nous regardent. Champion US de Supercross Côte Est et champion MXDN en 2015, il ne faut pas l'oublier. Vainqueur aussi de la Red Bull Straight Rhythm et la Monster Cup. C'est le grand Marvin Musquin. Comment ça va, Marvin ? Écoute, ça va, ça fait plaisir. Depuis le temps qu'on devait faire ça, c'est vrai que ça fait plusieurs années et on ne pouvait pas y arriver. Donc du coup, je suis content de faire partie de ce show. Ouais, bon, c'est cool, dans cette période bizarre, du coup, Marvin, bizarre pour tout le monde, pour le monde entier. Le monde est en pause, même si aux US c'est un petit peu différent. Mais comment tu te sens physiquement depuis ta blessure et ton opération du genou ? Là, c'est tout simplement ma plus grosse blessure que j'ai eue depuis que j'ai commencé ma carrière, tout simplement. Je sais ce que c'est, mais là, au niveau des genoux, des ligaments, j'ai déjà eu 2 fois le côté droit et là, c'est le côté gauche. Et c'était une accumulation aussi de petits bobos sur le genou. Et au bout d'un moment, je me suis refait mal et voilà, c'était la fois de trop. Et alors que j'arrivais très bien à rouler avant. Et là, c'est la fois de trop et j'ai été obligé de me faire opérer. Donc, grosse opération. Et là, ça prend beaucoup plus de temps que mes blessures précédentes au niveau ligament de l'autre genou. Donc je commence à m'impatienter sérieusement, c'est sûr, même si, comme tu l'as dit, aux États-Unis, on peut un peu plus sortir, faire du vélo dehors, etc. Mais pour moi, au final, ça ne change pas grand-chose parce que tout ce que je fais, c'est ma rééducation, mon cardio et essayer de revenir à 100%, mais je ne peux toujours pas rouler, donc pas faire d'entraînement moto et pas faire de course. Donc au final, ça ne change pas énormément pour moi. Et est-ce que tu as une date à peu près donnée par les chirurgiens, date à laquelle tu pourrais reprendre l'entraînement moto ? Pas vraiment. Non, mon chirurgien m'a dit que ça va être forcément une saison très compliquée et de là à revenir pour faire un championnat, c'était vraiment la grosse question. Après, moi, tu sais comment on est, quoi. Quand les chirurgiens, ils le savent, il y a un protocole à suivre, mais tu sais comment on est. Quand on se fait mal, on veut revenir le plus tôt possible. Mais là, c'est quand même très, très important. Voilà, le niveau ligamentaire, c'est pas comme si c'était un os, quoi, que tu attends qui se refasse et c'est reparti. Là, c'est vraiment une rééducation, retrouver du muscle, de la force, de la sérénité aussi, la confiance. Donc là, ça va mettre encore un petit peu de temps, mais mon objectif, forcément, c'est de reprendre le motocross s'il reprend un jour, quoi. Et on ne sait pas encore exactement, il n'y a pas de date officielle. Donc, mais moi, mon objectif, c'est de reprendre un motocross et c'est dans mon avantage qui repousse à chaque fois la date de plus en plus. On a Guillaume Darier qui commente, on a beaucoup de commentaires, il y en a un qui m'a sauté aux yeux, Guillaume Darier qui nous dit que là, tu es plus fort à la play qu'à la moto. Est-ce que c'est vrai ça ?
Ah bah ouais, ben, j'ai pas le choix, il faut que je m'entraîne un minimum. Et j'ai grave de concurrence. J'ai mes potes là qui jouent grave au jeu Supercross, donc je m'y suis mis là depuis, ça fait on va dire 3 semaines que je joue, donc c'est vraiment sympa de jouer en ligne avec les copains. On se fait la gueule, tu vois, on débloque passe et tout ça, c'est vraiment top. Et d'ailleurs, j'attends Guillaume, quoi. Je sais pas, il a peut-être peur de prendre le branlé, je sais pas. Mais Guillaume, tu sais déjà, un SX Tour, c'était le pro de la LCQ. Et donc là, je pense qu'il veut attendre un peu ces manches-là de LCQ. C'est pour ça. Exact. Et toi, on t'a connu tout jeune, hyper passionné, comment dire, on voyait qu'il te tardait une chose, c'était de monter sur la moto. Est-ce que c'est toujours le cas quand on a eu ta carrière et quand on en est à ton stade, c'est-à-dire sportif professionnel depuis plusieurs années? Est-ce que quand tu te blesses, tu as toujours cette même envie? Là, oui, après, quand voilà, tu commençais à poser la question, c'est vrai que si c'était vraiment juste pour aller m'amuser avec des potes, comme tu disais, Guillaume est là, ou d'autres amis proches, c'est clair que voilà, super excité parce que c'est vraiment que de l'amusement. Après, c'est sûr, j'adore remonter sur la moto, mais il y a des jours difficiles avec la fatigue et tout ça. On fait des courses. Bon, cette année, non, mais moi, les années d'avant, on faisait, voilà, les courses aux États-Unis, elles s'enchaînent grave tous les week-ends, les entraînements pendant la semaine. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles et forcément, c'est pas pareil que quand j'ai commencé la moto. Mais bon, voilà, c'était mon rêve et je suis là aujourd'hui. Et c'est plus le côté, voilà, voilà, la performance, toujours le plaisir, voilà, de rouler, mais aussi ce côté compétition et performance qui rentre en compte. Ouais. C'est marrant parce que Blaise a posé cette question. Moi, j'ai une question qui se rapprochait un peu de ça. Jérémy Magraff, il dit souvent une carrière pro, ça dure 10 ans maximum. Quel que soit l'âge auquel tu vas commencer la moto, c'est 10 ans en tant que pro. Pourtant, toi, quand on te voit rouler encore à l'âge de 30 ans, tu vois, on se dit, mais on pourrait lui donner encore 10 ans parce qu'il a l'air de se régaler sur la moto, il roule beaucoup, il se fait plaisir. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Déjà, de cette remarque de Jérémy Magraff qui dit qu'une carrière, ça ne dure que 10 ans. Ouais, j'y crois pas trop. Oui, il dit ça, mais tout le monde est différent. Le parcours, surtout le parcours de n'importe quel pilote est différent. Voilà, moi j'ai la chance de pouvoir être encore voilà, à 30 ans dans un team usine et pouvoir me battre voilà, avec les tops. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais voilà, si tu te blesses d'un peu trop, tu perds un peu le rythme, tu as du mal à revenir. Voilà, là, moi, je viens de me blesser. Pour être honnête, voilà, ça va être compliqué de revenir, mais ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà, j'ai envie. Et moi, j'ai commencé professionnel, vraiment professionnel en 2007. Donc, voilà, j'ai dépassé les 10 ans. En championnat du monde, c'était en 2008, mes débuts. Donc voilà, c'est vrai que quand je regarde en arrière, c'est une longue carrière, mais il y a d'autres pilotes, voilà, des exemples comme Villopoto, Dungey, qui ont été au top vraiment très tôt, à gagner des championnats et qui se sont arrêtés vachement plus tôt que d'autres pilotes. Mais ça, je pense que c'est plus le côté pression de remettre en jeu le titre, d'avoir la plaque numéro 1. Je pense que ça y fait énormément et j'ai eu la chance d'être aux côtés de Dungey pendant plusieurs années et c'est ce que j'ai ressenti, ouais. Et justement, tu as été aux côtés de Dungey. Là, tu as l'entraînement avec Aldon Baker. Comment ça se passe au quotidien? Aldon Baker a la réputation d'avoir des entraînements quand même à la dure. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est compliqué de s'entraîner avec ses adversaires directs, tels qu'Anderson, Webb? Ouais, bah déjà, oui et non. En fait, moi, j'ai eu la facilité d'arriver chez Aldon Baker. J'étais en 2,5. Il y avait Sanciarulo qui était aussi en 2,5. Donc, il était un peu plus jeune que moi. Il y avait un petit peu de compétition, mais mes autres training partners, on va dire, entraînement, comment dire en français? Les partenaires d'entraînement. Les partenaires d'entraînement, c'était Anderson qui était passé en 450, lui. En 2015 et Dungey qui était en 450. Donc tu vois ce que je veux dire, il n'y avait pas mon objectif c'était tout simplement d'être comme eux, tu vois, de pouvoir les rattraper, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup je m'entraînais, les entraînements oui ils étaient durs mais j'ai appris beaucoup et Aldon écoute les pilotes aussi et voilà, il a une façon de travailler qui est je pense
unique. Mais ça a fonctionné, quoi. On l'a vu, j'ai quand même bien progressé depuis que je travaille avec lui et ça continue comme ça, quoi. Oui, j'avais une question par rapport à ça justement. Tu te verrais toi à l'heure actuelle travailler avec un autre entraîneur qu'Aldon Baker ou dans le futur? Je me suis jamais vraiment imaginé ou posé la question. Voilà, moi, je me sens vraiment bien, surtout le fait d'avoir une base en Floride, c'est super important. Niveau des voyages, niveau de s'habituer au climat. Ici en Floride, beaucoup plus humide. Sur les outdoors, c'est ce qu'on retrouve vachement. Donc il y a ça, il y a les terrains aussi qu'il a monté avec l'atelier, la salle de sport. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment un complexe, quoi, réuni, quoi. Il n'y a vraiment pas que Aldon, quoi. C'est vraiment D'accord, tout l'environnement. ensemble de choses. Donc vraiment, moi j'ai vu les circuits et tout ça se développer, et aujourd'hui c'est vraiment le top du top. Donc de pouvoir s'entraîner comme ça, c'est top. Donc je m'imagine pas aller ailleurs, quoi. En Europe, on dit souvent qu'il faut être en Belgique pour être champion du monde. Aux États-Unis, pendant un moment, tout se passait en Californie parce que tous les teams sont basés là-bas et tout ça. Depuis quelques années, notamment depuis la collaboration vraiment entre Aldon Baker et Carmichael, tout a basculé en Floride. Est-ce que tu penses quand même qu'avec un programme en Californie, on peut devenir champion US de Supercross et motocross? En catégorie Rennes, je parle évidemment. C'est un peu plus compliqué parce que une saison, pourquoi pas, mais c'est vraiment l'accumulation de saisons aussi, quoi. On enchaîne beaucoup les courses, on enchaîne les voyages. Si tu habites tout le temps d'un côté ou de l'autre, par exemple, niveau des voyages, voilà, c'est compliqué. Si tu es tout le temps en Californie, le début du championnat Supercross, il est tout le temps à l'ouest, donc c'est pour ça qu'on est toujours basé en Californie. Mais après, hop, on déménage et on passe à la Floride, comme ça les voyages sont plus courts. Le changement d'horaire, le décalage horaire est le même. Il faut savoir que si tu roules à New York et que tu habites en Californie, tu as 3 heures de décalage, donc, et plus d'avions que si tu étais à l'Est. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et ça m'a vachement aidé, quoi. Rien que le fait de savoir que tu vas pas avoir de décalage horaire, que tu vas avoir moins d'avions, genre 2-3 heures d'avion, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu pars, tu prends ton avion, t'es plus confiant. Donc après, on a la chance, voilà, d'avoir aussi des pistes, les pistes KTM qui sont basées en Californie. Donc quand on est en Californie, on a tout ce qu'il faut là-bas. Donc voilà. Mais après, pour répondre à ta question, c'est quand même plus de fatigue, ouais, de rester en Californie toute la saison, c'est sûr. Bon, une pluie de questions sur le live, donc j'en sélectionne quelques-unes, mais on en a vraiment un paquet. On a Dylan qui te demande un avis sur le départ d'Anderson du programme d'entraînement d'Aldon Baker, pardon. Bah, écoute, moi ça me surprend pas du tout parce que ça fait plusieurs années que je le sentais un peu différent. On le sentait tous un peu différent. Il faisait partie du groupe, mais il voulait, voilà, par exemple, il préférait être un peu plus en Californie, par exemple, au mois de novembre et de décembre. Donc c'est l'entraînement hivernal. Donc voilà, il n'y a pas de voyage pour aller sur les courses parce que c'est hors saison. Et lui, il voulait rester en Californie et faire son truc. Donc, et ça a commencé depuis juste après que Ryan Dungey ait arrêté la compétition. Tu vois, il y avait moi et Anderson, on était en 4,50 et il y avait Dungey, numéro 1, le champion, tu vois. On voulait le battre, mais nous deux aussi, on était en compétition avec Anderson. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que Dungey est parti, on s'est retrouvés un peu tous les deux. Voilà, on s'est dit, ben voilà, ça va être un de nous deux qui va pouvoir peut-être devenir champion. Et voilà, c'est lui qui a gagné le championnat l'année d'après. Mais tu vois ce que je veux dire, il y a eu un peu de tension. Et il a décidé, par exemple, de plus. Il voulait plus rouler avec moi, par exemple. Il disait, ouais, j'ai pas envie de me focaliser sur lui. J'aimerais faire mon truc de mon côté. Donc, il avait toujours l'entraînement d'Aldon, mais rouler séparément. Donc, il a toujours été un peu différent, quoi, tu vois, d'état d'esprit que les autres pilotes du groupe. Et voilà, ça devait arriver un jour ou l'autre qui coupe l'entraînement avec Aldon. Et voilà, peut-être qu'il voulait voir autre chose aussi, quoi. En 2012, avec Blaise, on a eu la chance d'aller chez Villopoto à l'époque où Aldon l'entraînait. Tu sais, c'était l'ancienne propriété de Villopoto. Ouais. Et on se rappelle, les pilotes, ils faisaient pas
1 seconde de moto en plus que ce que demandait Aldon Baker. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Est-ce que tu t'en tiens au programme ou est-ce que ça t'arrive à la fin d'un bon entraînement d'aller faire des whips, d'aller t'amuser? Est-ce que ça t'arrive encore? Quelques fois, mais c'est rare. C'est rare parce que voilà, les entraînements sont forcément bien cadrés, le nombre de tours, le nombre de temps sur la moto, et puis on se donne à fond, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On se pousse entre nous, même si c'est que de l'entraînement et qu'au bout, je vais rien gagner si je suis plus rapide que Osborne ou que Webb. C'est mental, quoi. Tu le vois, tu as les repères avec l'autre pilote, tu as envie d'être meilleur que lui. Et c'est vrai que il a fallu que j'y travaille un peu dessus parce qu'il y a des moments où voilà, ça m'énervait et je m'agaçais. Et c'était pas à mon avantage parce que voilà, ça reste de l'entraînement et il faut juste donner le meilleur de soi-même. Et voilà, mais bon, c'était plus fort que moi, quoi, tu vois. Donc voilà, à la fin quand tu as fait ton entraînement, tu es bien fatigué. Et puis en plus, avec l'humidité, la chaleur, tu n'as qu'une envie, c'est de rentrer, d'aller sous la douche et de te changer. Donc l'amusement, on va dire, il est plus pendant l'échauffement, tu vois, quand on roule tranquille pendant un quart d'heure, 20 minutes. On fait soit un ou deux tours rapides, après on peut s'arrêter, repartir, s'amuser un peu, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un échauffement et c'est plus là qu'on s'amuse. Mais bon, c'est vrai que rien à voir que quand j'étais en 80 ou en 125. Manu pose une question par rapport à ça, par rapport à la longueur de la carrière. Il demande si tu te vois durer encore longtemps, par exemple une carrière à la Chad Reed. J'ai envie de dire non parce que j'ai pas envie de finir 10e ou 8e, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, j'ai toujours envie de... Par contre, j'ai toujours envie de rouler plus tard, ça c'est clair et net. Mais en compétition comme ça, déjà, faut avoir le team, faut avoir les moyens aussi. De rouler sans avoir le soutien d'une grosse équipe, même si je suis passionné, tu vois ce que je veux dire, c'est difficile. Tu le feras plus en amusement après ta carrière. Ah ouais, carrément. Et d'ailleurs, on a une question par rapport à ça aussi, parce que tu en as parlé, et ça, du coup, ça a fait parler un petit peu aussi, le fait de participer un jour au Touquet. Est-ce que ça peut t'intéresser? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire dans quelques années? En fait, ouais, ma réponse est un peu toujours la même, c'est que, tu vois ce que là, je suis en pleine carrière, voilà, Supercross, motocross, c'est toute l'année, quoi, on n'arrête quasiment pas, à part septembre, octobre un petit peu. Tu vois ce que je veux dire, on roule beaucoup en Supercross, le Touquet c'est une période où on est en plein Supercross, donc il faudrait que je roule plus en Supercross et qu'ensuite j'ai plus de temps pour rouler dans le sable et voilà, moi si un jour j'ai envie de faire le Touquet, c'est pour pouvoir espérer monter sur un podium ou me bagarrer devant, quoi, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, en tout cas, je sais pas dans 5 ou 6 ans, mais en tout cas encore aujourd'hui, je m'imagine mal faire le Touquet en me disant bon, je vais y aller tranquille, tu vois, c'est pas possible. Donc du coup, il faut être prêt physiquement, il faut être prêt avec avoir une bonne moto, des bons réglages. Mais en tout cas, ouais, ça serait top parce que quand je vois les tops devant avec les motos, les bons réglages et tout ça, c'est vrai qu'il te fait vraiment plaisir dans du gros sable comme ça. Et j'ai eu la chance de regarder la course cette année. Et c'était vraiment un super événement et j'ai vraiment adoré, quoi. Ouais, vu qu'on parle de sable, de toute façon, dans nos lives MX Réflexion, on vient toujours à parler de sable. On a beaucoup de gars du Nord qui nous suivent. Tu as été surnommé à un moment donné, quand tu avais gagné les 2 manches à Lommel, si je me souviens bien, Van der Musken. Ouais. Et tu es devenu un spécialiste du sable finalement. Et est-ce que c'est comme le vélo? Est-ce que ça se perd pas? Si. si, parce que quand tu fais tout le temps du supercross, tu roules sur le dur. Et que j'ai la preuve, regarde, quand je suis allé à Lommel en 2012, j'ai pas été top, même si je fais 3e au général en 2,5. J'aurais pu mieux faire. On est allé là-bas quelques jours avant, j'ai roulé 2-3 fois, mais voilà, quoi, les réglages et tout ça, c'est... Enfin, on a plus ça ici aux États-Unis, quoi. Enfin, on roule
sur des pistes comme Southwick, mais c'est pas du gros sable, quoi. Et on n'adapte pas les motos. Ma moto ne change pas énormément comparé au week-end d'avant de la course de Southwick, par exemple. Donc du coup oui, ça se perd, c'est sûr et certain. Ouais. On a beaucoup de questions, beaucoup de questions et de commentaires. Du coup, tout le monde veut savoir ce que tu vas faire après ta carrière. Il veut savoir si tu vas aller faire le Touquet, si tu vas aller faire le mondial, si tu seras au Six Tour, à l'élite. Si Donc voilà, tu liras les commentaires, Marvin. Et en tout cas, tu as beaucoup d'idées. Si tu sais pas quoi faire après ta carrière, il y a pas mal de followers qui peuvent décider. Les commentaires, alors. Ah ouais, là tu as beaucoup d'idées. Là, tu peux aller puiser. Ça c'est sûr. Écoute, il y avait des commentaires avant que j'oublie. Pas mal de commentaires sur Dylan Ferrandis. Donc Dylan Ferrandis qui passerait, probablement en 4-5 ans l'année prochaine. Alors il y avait pas mal de commentaires sur est-ce que tu vas le voir, est-ce que tu vas t'entraîner avec lui, sachant que du coup je peux pas m'empêcher de dire que on entend des rumeurs. Toi tu diras rien, Marvin, mais on entend des rumeurs comme quoi il aurait été approché par KTM. Qui dit approché par KTM, il pourrait se retrouver à la Baker's Factory. Si jamais ça se passait, est-ce que tu serais content d'avoir un Français à la Baker's Factory? Alors, déjà, pour être honnête, vas-y, répète, j'ai pas entendu. Pardon, je disais, c'est vraiment une grosse rumeur, on n'allait pas dire MX Réflexion, ils ont annoncé que Dylan Ferrandis roulerait KTM l'année prochaine, on n'en sait rien du tout, c'est juste qu'on entend ça de la part de certains journalistes américains. D'accord, bon après c'est vrai que je regarde pas trop, voire pas du tout les sites américains et tout ça, mais c'est la première fois que j'entends ça de Dylan pour l'année prochaine, mais c'est vrai qu'avec aussi la conjoncture aujourd'hui, quoi, c'est espérer et trouver un super contrat pour l'année prochaine. C'est une situation un peu difficile, je pense, pour Dylan, et forcément je lui souhaite le meilleur, mais c'est vrai que ça va pas être facile, mais en tout cas il mérite énormément de trouver un guidon d'usine, ça c'est sûr, pour l'année prochaine, vu comment il roule et comment il bosse bien, et puis les résultats aussi tout simplement. Donc après concernant pour chez KTM, j'ai encore pas entendu ça, donc c'est une première, mais pourquoi pas. En tout cas, je sais que Webb a un contrat pour l'année prochaine et que moi aussi, donc du coup avec KTM, donc avoir 3 pilotes, je sais pas non plus. Et il va falloir agrandir la semi, quoi. C'est ça. Et mais par contre, pour s'entraîner avec un autre Français, ça te dérangerait ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que après c'est pas non. Enfin, je veux dire, c'est pas mon camp d'entraînement et je décide pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi s'adapter, il faut respecter aussi les autres pilotes, même s'il y a des moments forcément pas faciles parce qu'on est en compétition avec chacun. Et voilà, avec Webb, c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, ça s'est vu après en course, mais voilà, il faut respecter au maximum les autres pilotes aussi et faire le boulot à l'entraînement et puis voilà. Et pour toi, c'est alors en dehors de la moto, c'est avec quel pilote que tu t'entends le mieux? Attends, je réfléchis, ça fait longtemps que j'ai vu quelqu'un là. Je suis pas allé sur les courses depuis longtemps. Non, mais après forcément je vois beaucoup Osborne parce que je m'entraîne avec lui et Webb. Avec Zach, c'est vrai qu'on s'entend plutôt bien. J'aime bien Zach, sa mentalité et comment il est aussi en dehors de la moto. C'est ça qui est aussi ce que je vois aussi, parce que beaucoup de pilotes. D'ailleurs, Zach, il est un peu comme ça aussi, mais quand ils ont le casque et quand ils enlèvent le casque, c'est deux personnes différentes. Donc, mais en tout cas, j'aime beaucoup Zach en dehors de la piste, il est vraiment top. Après, avec qui je m'entends le mieux, je vais réfléchir, mais je vais pas vous bloquer. C'était une question piège. Ouais, c'est ça. Ouais, tu répondais trop bien depuis le début. On s'est dit là, quand même, il faut qu'on se le fasse là. C'est une question piège. On a parlé de Dylan. C'est vrai qu'avec Dylan, après aussi le fait qu'il soit en 2,5, on roule pas ensemble. Donc du coup, on peut se regarder et se donner 2-3 conseils quand on est sur les courses et on se parle souvent. Et vu que DV il bossait pour moi l'année dernière, on pouvait échanger 2-3 trucs. Donc ça, c'était vraiment pas mal, quoi. Donc après, il y a aussi la facilité de parler français. C'est plus naturel, quoi, avec Dylan. Et cette collaboration avec DV, tu penses qu'elle peut se poursuivre les prochaines années? Ouais, j'espère. En tout cas, c'est vrai que cette année, forcément, l'hiver dernier, quand je me suis blessé, je savais pas même juste avant, je savais pas de quoi ma saison allait être faite. Donc du coup on était un peu en stand-by avec DV, mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment appris des choses avec DV. On a passé vraiment des bons moments. Ça a été une saison compliquée l'année dernière avec mes débuts de championnat
ouais, le tout début, j'avais aucune préparation. Mais bon, avec DV, on a bien bossé aussi techniquement. Et il m'a appris des trucs et c'était vraiment cool. Et j'ai eu la chance de pouvoir gagner une épreuve quand il était là. Ouais, dans 2 épreuves quand il était là présent. Donc c'était vraiment top. On a passé des moments. Bon, on a beaucoup de questions sur ce que tu penses de tous les pilotes, donc savoir ce que tu penses de Ken Roczen, de Zach Osborne. Bon, on va éviter toutes ces questions, mais sinon on va faire tout le plateau US et je suis pas sûr qu'on ait envie de faire tout le trombinoscope pour l'instant. Par contre, une question de Quentin Prunière, qui est un jeune pilote chez Bud Racing en ce moment et qui essaye d'ailleurs d'arriver aux 20 000 abonnés avant nous sur Instagram, mais bon, on lui met des bâtons dans les roues pour ça. Non, je plaisante. Abonnez-vous à Quentin Prunière. Est-ce que c'est une bonne chose de faire Loretta Lyns? Toi, je pense que tu ne l'as jamais fait quand tu étais en 80 ou quoi que ce soit. Et je sais pas pourquoi, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en France de plus en plus. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne chose? Alors, je pense qu'il faut déjà avoir un bon budget pour pouvoir aller de la France à là-bas, juste pour une épreuve. Mais voilà, est-ce que tu penses que ça peut apporter à des pilotes? Après, je sais que la bonne chose, c'est qu'il est suivi par le team Bud Racing. Donc ça, c'est vraiment top. Et il a vraiment un bon soutien. Et je le sais parce que j'ai fait mes débuts avec Bud et que je suis allé aussi je suis allé aux États-Unis pour rouler à l'US Open de Vegas et après aux 3 premières épreuves, c'était en 2007. Et du coup, pour répondre à sa question, je pense que ouais, c'est une bonne idée, surtout que Loretta Lyns est vraiment suivi par toutes les marques, tous les teams, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des jeunes amateurs qui chaque année qui font leur dernière course à Loretta Lyns et qu'après ils montent en pro quelques semaines après en outdoor et donc voilà, tu vas là-bas, tu te montres, tu bats 2-3 mecs voilà, qui sont censés ou qui ont déjà un contrat, tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est vraiment important et je pense que ça pourrait être une bonne chose de se montrer là-bas. Je me souviens que ouais, pour celle-là fait, moi j'ai jamais fait. Mais ouais, pourquoi pas, ça serait pas une mauvaise idée, c'est sûr. Et vu qu'on parle des jeunes, toi qui as eu un parcours très complet quand même, parce que tu as fait 80 ici, après Europe, mondial, et tu es parti aux États-Unis, et tu risques même de faire le Touquet. Du coup, est-ce qu'à l'heure actuelle, tu conseillerais à un jeune pilote de tout donner pour être pilote pro, ou tu lui dirais non, là c'est trop compliqué maintenant? Ça dépend. Enfin, ouais, les plus jeunes, c'est vrai que moi j'ai toujours pensé que faut vraiment savoir ce que tu veux, quoi. Surtout dans, on va dire au moins les 5 voire 8 dernières années. Tu vois ce que je veux dire quand voilà les réseaux sociaux, les choses comme ça sont arrivés. Tu vois ce que je veux dire, les communications et tout. Avant, il y avait moins ça, donc du coup, on se focalisait un peu moins sur ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? On était plus concentré sur vraiment que rouler. Enfin, moi, je me souviens à mes débuts, voilà, j'allais à l'école, voilà, on n'avait pas les réseaux sociaux. Enfin, on est de la même génération. Tu vois ce que je veux dire? On pensait qu'à une chose, c'est de rentrer de l'école. Et moi, j'avais de la chance d'avoir un terrain privé et j'allais rouler le plus souvent possible et rouler toujours. Donc après, pour les jeunes qui veulent y arriver, c'est faut vraiment être sûr de ce qu'ils veulent, quoi. C'est pas facile à expliquer, mais ouais, aujourd'hui. C'est beaucoup de sacrifices en fait. Ça paraît... C'est justement par rapport à ça en fait. La question, c'est est-ce que toi, tu penses à l'heure actuelle que tu as fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là, et est-ce que tu penses que ça vaut encore le coup maintenant, quoi? Oui, ben encore une fois, ça dépend ce que tu veux. Ça dépend si tu veux un jour monter sur un podium voilà, de Supercross US ou gagner une course et après gagner un championnat. Moi, je pense que voilà, j'ai eu la chance de connaître ma femme aujourd'hui qui est Mathilde. Et depuis le jeune âge, on avait 14 ans quand on s'est rencontrés. Et depuis, voilà, on ne s'est jamais quitté depuis l'âge de 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? On a déménagé ensemble aux États-Unis. Je n'étais pas tout seul. Et ça, c'est aussi super important parce que tout seul, j'ai vu Brian au début, il était vraiment, vraiment tout seul. C'est pour ça qu'on l'a accueilli chez nous et je pense que voilà, c'était une bonne chose pour lui. Et quand tu es tout seul, ouais, c'est compliqué. Donc je pense que moi, ouais, j'étais bien entouré et ça m'a vachement aidé. Ouais. On a un paquet de questions par rapport à Brian justement sur le live. Bon, ouais. Vas-y, Nico. Ouais, justement, par rapport à Brian, quelles erreurs, avec ton expérience, quelles erreurs tu lui as permis d'éviter?
tout simplement, enfin, surtout Mathilde du côté logistique l'a beaucoup aidé. Bon, il y a aussi KTM et le team 3D Design, Tyler Keefe, le manager, qui l'a énormément aidé. Et voilà, déménager aux États-Unis, c'est plus compliqué qu'on le croit, simplement niveau logistique, financièrement, etc. Surtout, voilà, si on n'a pas vraiment fait ses preuves en Europe, bon, si on a la chance, voilà, d'avoir un contrat aux États-Unis, c'est top. Après, voilà, faut pas s'attendre à ce que ce soit des centaines de milliers, tu vois, d'euros de contrat. Mais voilà, c'est ça qui est difficile. Après, voilà, c'est le fait de ne pas être seul, parce que si avoir l'habitude d'être en France, voilà, comme Brian, déménager aux États-Unis et se retrouver seul, sans les potes, sans la famille. C'est pour ça que j'ai dit que le fait d'être moi avec Mathilde, ça m'a aidé énormément. Ça c'est compliqué. Une question. Ouais. C'est bon, Nico? Je change de Vas-y, sujet. vas-y, Je change de sujet vas-y. par rapport à Fares qui pose une question, qui te demande quel est le pilote qui t'a le plus impressionné, que ce soit en Europe ou aux US. Depuis tout le temps, depuis toujours. Depuis toujours, ouais. Depuis peut-être que même quand tu es par exemple arrivé aux US, j'imagine un peu comme Brian l'a fait cette année, quand tu arrives sur un terrain de supercross, que tu viens d'Europe, peut-être qu'il y a des pilotes qui t'impressionnent un petit peu. Oh, c'est une question difficile. Hein. Les anciens Carmichael, Stewart, Reed, peut-être à la belle époque, je sais pas, ou pas du tout, Ouais, peut-être non, que... mais tout simplement, quand tu arrives derrière une grille et que tu sais qu'il y a d'autres, il y a des pilotes et des légendes, j'ai envie de dire, comme des Reed, des Windham. J'ai eu la chance de rouler avec Windham, des mecs comme ça. Après, de là, ouais, m'impressionner, ouais, si, toujours. Après, vraiment, dire vraiment un pilote, c'est vraiment difficile comme question. T'as pas toi du coup un pilote, en gros ton idole, t'as pas une idole, même un ancien pilote, Byle, Carmichael peut-être. Mais Villemain. Byle, le truc, c'est que Byle, je suis né quand tu vois ce que je veux dire, Ouais, quand, mais quand il nous roulait, c'est pareil, c'est juste la période où on commence à s'intéresser au motocross. Ouais. Ah, exactement. Donc, du coup, moi, tout simplement, c'est DV, David Villemain, l'époque où on allait au Supercross de Bercy et j'ai eu la chance de faire, tu sais, l'ouverture la cérémonie d'ouverture, tu sais, en 65, tu vois, les mini-verts et tout. On était avec Villemain, on était avec McGrath. Voilà, aujourd'hui, pourquoi je fais un e-clicker, parce que David Villemain faisait le e-clicker à l'époque, tu vois. Je m'en souviens, j'étais sur mon 85 chez moi et je tentais de faire un e-clicker, quoi. Et bon, j'ai réussi à le faire de bonne heure. Je le faisais en 85 et j'ai jamais arrêté de le faire. Voilà, c'est parce que DV c'était mon idole et que je voulais être comme lui. Donc c'est voilà, DV, ouais. On a Lorraine qui nous demande, par rapport aux pilotes américains, comment ça se passe, ou même la vie en général, ton intégration là-bas. Parce que c'est vrai qu'on a eu Christophe Pourcel plusieurs fois dans ce live, et il nous disait que ça a toujours été compliqué pour lui. Mais bon, voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui ont été aux États-Unis? Il y en a pour qui ça s'est bien passé, d'autres un peu moins bien. Dans ton cas, ça s'est passé comment, l'intégration? J'ai envie de dire plutôt bien. Après, j'ai aussi eu la chance d'avoir Frankie comme un mécano qui est américain direct. Donc, tu vois, l'adaptation à la langue. C'est vrai que la première année, j'étais entouré que de Français avec mon entraîneur et mon mécano. Et je pensais que c'était une bonne chose parce que je me sentais à l'aise avec eux. Mais l'adaptation vraiment à la langue aussi, de parler avec le team et tout ça, ça m'a mis un peu une barrière, tu vois. Et après, j'étais plus ouvert et je me suis plus intégré au team, tout simplement avec Frankie et puis les autres membres du team. Donc, après, l'adaptation à la vie de tous les jours, c'est vrai que c'est pas trop compliqué. Enfin, je veux dire, tu déménages à Californie, le temps, il fait beau tous les jours, quasiment. C'est pas Lomel, quoi. Ouais, voilà. Et j'ai une petite anecdote de Brian. Pour revenir à Brian, il m'avait fait rire un jour. Tu vois, à un moment donné, il m'a dit, tu vois, on déjeunait chez moi et il me dit putain, mais ici, il fait beau tous les jours, c'est toujours pareil. Il m'a dit, tu vois, il aimait pas le fait que ça soit pas toujours pareil. Et je lui dis, mais ouais, mais bon, c'est quand même top, quoi. Tu vois, tu as un programme physique de moto, tu sais que
le matin, tu vas te lever, tu te poses pas la question si tu mets le kawaii ou si tu vas pas pouvoir aller rouler, tu vois ce que je veux dire. Je me dis ouais, c'est vrai. Et il me disait qu'il aimait bien, lui en France, des fois, quand il pleuvait, tu vois, rouler dans la boue, aller courir, tu vois, sous la pluie, tu vois. Ça changeait un peu. Et genre 2-3 semaines plus tard, tu vois, il pleut en Californie, mais genre non-stop pendant genre 3 jours. Et du coup, Brian, il pouvait plus rouler, quoi. Les circuits inondés et tout. Et là, il était dégoûté. Tu vois, il dit non, mais attends, mais je peux même plus rouler et tout. Il dit là, je deviens fou. Il demandait au team s'ils n'avaient pas une moto de cross pour aller rouler dans les collines et tout, n'importe quoi. Je lui dis, tu vois, il y a 3 semaines, tu te plaignais, c'était toujours pareil. Et là, tu te dis, merde, je peux pas aller rouler. Donc voilà, il s'est vite américanisé. Et du coup, après ta carrière, toi, tu penses rester aux États-Unis ou tu veux quand même revenir en France aux sources? Bah forcément, cette question, elle revient Ouais. beaucoup et on se plaît beaucoup ici aux États-Unis et on aime aussi la France. Mais c'est vrai qu'à à plein temps, pourquoi pas rester ici aux États-Unis, voilà, trouver voilà, un job voilà, dans la moto plus tard, après ma carrière, je sais pas, on n'est pas là. Et c'est vrai que c'est toujours difficile, difficile ou un peu bizarre pour moi de penser à ça. Parce que voilà, je fais rien d'autre aujourd'hui, quoi. Tout est basé sur mon entraînement, sur la moto, sur les courses et tout ça. Donc du coup, faire autre chose, pour l'instant, je me vois pas trop. Mais en tout cas, aux États-Unis, ouais, je sais qu'il y a plein d'opportunités et qu'on aime bien le pays. Donc on va pas continuer à rester aux États-Unis, mais revenir en France plus souvent à différentes périodes. Et par rapport à tes contrats, toi, tu penses rester KTM? Est-ce que tu te verrais bien, toi, est-ce que ça serait dans ton souhait de rester KTM jusqu'à la fin de ta carrière? Oui, je me vois pas partir, surtout voilà, à l'âge que j'ai aujourd'hui. Après, on verra. Voilà, j'ai encore un contrat l'année prochaine. On va voir comment. Mon objectif, c'est de faire une bonne saison l'année prochaine, de revenir quand je pourrai là cette année, voir comment ça se passe et voilà, on va dire me faire un peu comme un nouveau départ, tu vois, après cette grosse blessure, espérer que ça se passe bien et repartir après pour un an de plus, 2 ans, on n'en sait rien. Et c'est vrai que ça fait ma 4e saison, donc 2 ans de contrat avec ATM. Et là encore 2 ans, de 2020 et 2021. Donc voilà, c'est vraiment pas facile dans ce sport de se projeter vraiment. C'est marrant parce qu'avec Zach Osborne, on en parle des fois, tu vois, lui aussi, tu vois, je le sens qu'il se dit, encore combien d'années, il se pose la question, donc du coup, il me le demande, tu vois, pour savoir ce que j'en pense et tout. Mais de là à se dire, ouais, allez, vas-y, je fais encore 2 ans et j'arrête, c'est impossible, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que tu sais jamais comment ça va se passer. Et si on parle Et le fait rapidement juste, Nico, de Zach Osborne, c'est vrai que moi, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que c'est un gros bosseur. Est-ce que c'est le cas? Oui, parce que ouais, il suit le programme qu'on a avec Aldon, je le vois bien. Il appuie bien fort sur les pédales quand il est devant au vélo. Il a des bonnes jambes et tout ça. C'est vrai que c'est tout l'inverse de moi physiquement, tu vois. Enfin, je veux dire, il est vachement trapu. Moi, je suis La pas. taille de ses cuisses, c'est vrai que. Ouais, ses mollets, ses cuisses, ouais, très impressionnant. Mais bon, voilà quoi, je me défends bien, on va dire, sur le vélo et tout ça. Après, j'ai pas envie de devenir comme ça non plus, tu vois. Moi, je suis plus, on va dire, un peu plus tonique et c'est ce que j'ai envie d'être, tu vois, un peu plus tonique physiquement, musculairement. Mais en tout cas, ouais, Zach. Mais bon, voilà, c'est des longues saisons. On est tous fatigués au bout d'un moment et c'est là où il faut continuer. Il faut continuer et ne pas lâcher, quoi. Tu vois, Aldon, il adapte aussi voilà, les programmes physiques. Mais oui, il arrive à encaisser plus ou moins. Mais bon, voilà, il est humain. Il y a des fois, quand il fait très chaud, les manches outdoor et tout ça, ouais, il fatigue, il craque et tout ça, des fois. Donc, mais c'est vrai qu'il aime bien. Quand il pleut, par exemple, tu vois, on roule, il tombe un orage en cross. Il adore ça. Je pense le fait d'avoir vécu
en Angleterre plusieurs années et tout, et il a fait un peu d'enduro et tout, des trucs extrêmes. Il aime bien aussi ça, donc c'est un acharné, ouais, des fois. Et Blaise, il pose cette question parce que Zach a 2 enfants, Blaise aussi, et comme Blaise il s'en sort pas, il se dit putain, Osborne, ça doit être un bosseur. Ouais, c'est sûr. Après, oui, c'est vrai que sa femme, Britney, s'occupe ouais, vachement bien de ses enfants, je pense. Donc, ça laisse Zach pouvoir faire ouais, forcément son entraînement et la moto et tout ça. Donc, c'est bien. À ce niveau, tu penses que c'est. Enfin, je réponds peut-être un peu à ma question, mais c'est obligatoire d'avoir une compagne qui s'occupe, on va dire, quasiment à 100% de tout ce qui est hors moto. Ouais, moi je l'ai toujours dit, je pense que je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas eu Mathilde à mes côtés depuis tout le début, quoi. Ça a été super important, déjà parce qu'elle m'a appris énormément, voilà, dans la vie de tous les jours, la logistique et tout ça, c'était super important. Et puis voilà, encore aujourd'hui, je veux dire, moi je m'occupe de rien au niveau logistique. Je me focalise vraiment sur mon entraînement, sur ce que je dois faire, sur mon corps, sur ma récupération. Donc voilà, après j'ai la chance que Mathilde soit passionnée et qu'elle adore ce qu'elle fait à mes côtés parce que voilà, on est un team tout simplement, on fait ça ensemble et on donne le maximum ensemble, tu vois. Elle n'est pas obligée de venir tous les jours au circuit d'entraînement et de me montrer le panneau, de m'encourager, tout ça. Et elle n'est pas obligée, elle pourrait rester à la maison. Moi, j'ai mon mécano d'entraînement, il pourrait me montrer mes temps et tout ça, tu vois. Mais elle adore ça et puis moi, ça me fait du bien, quoi, de pouvoir avoir ce support-là. Je pense qu'aujourd'hui, je le répète, mais ouais, je serais pas là aujourd'hui. Hein. On a Roger qui nous pose une question qui est intéressante parce que c'est souvent source de débat concernant le vélo électrique. Est-ce que ça peut être une bonne façon de se préparer physiquement? Et toi, plus personnellement, est-ce que tu l'utilises? Je l'utilise ouais, des fois. Après, on a eu la chance d'avoir un super soutien avec Aldon, avec Specialized, et on a eu des vélos électriques. Donc, faut savoir que nous, ici en Floride, on fait que du vélo de route, et quand on est en Californie, on fait du VTT. Parce qu'il y a beaucoup plus de montagnes, de chemins et tout ça en Californie. Et donc c'est vraiment marrant les vélos électriques parce que chaque personne qui critique en fait le vélo électrique, c'est qu'ils n'ont jamais essayé en fait. Et, ouais. Donc c'est vraiment délicat quand on n'a jamais essayé parce que forcément on croit qu'on fait absolument rien. Et faut savoir que ouais, enfin moi en tout cas ouais, je me régale et avec Aldon lui il me donne par exemple je dois faire 1h30 et par exemple j'ai des séances où il faut que je reste plus ou moins dans une zone, tu vois, et je règle en fonction de la zone, je veux dire de mon cœur, de battement pulsation, je règle la puissance en fait ou l'assistance du vélo électrique et franchement c'est le top du top, quoi. En fait, tu vas plus vite, mais t'appuies aussi pour aller plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Donc faut quand même faire un effort pour que le vélo aide avec l'assistant. Donc, en tout cas, moi, je me régale avec et j'en fais des fois. Ouais. Pas mal de questions. Alors, tu les liras parce qu'on en a vraiment, vraiment beaucoup, mais pas mal de questions par rapport aux nations. Est-ce que ça t'intéresserait de participer ou de reparticiper au motocross des nations quand tu seras revenu à 100%? Ou est-ce que tu trouves que c'est compliqué à l'heure actuelle d'enchaîner motocross, supercross, enfin motocross, nation, supercross? Ouais, ben c'est compliqué au niveau des dates. Souvent, il y a des fois, c'était un peu plus facile pour moi d'y participer. Bon, après, on pourrait en parler des heures, hein, ça c'est sûr, des motocross des nations, surtout que j'étais prêt à recevoir l'appel pour participer à Red Bull aux Nations aux US, mais malheureusement, j'ai pas été pris. Donc, du coup, et après, par exemple, l'année d'après, c'était ma décision de ne pas y aller parce que, voilà, la date et aussi le fait que ce soit voilà, sur un circuit comme. C'était quoi le circuit déjà? Ouais, à Seine. Voilà, quand je roule plus dans le sable et tout ça, c'était plus une décision de ma part pour ne pas pénaliser tu vois, l'équipe et ne pas être à la hauteur. C'était surtout ce côté-là. Donc, moi, j'ai toujours
adoré participer aux Nations. Enfin, je pense que les Nations, c'est un de mes top 3 moments préférés de ma carrière, quoi, où j'ai le plus kiffé. Je veux dire, c'est à Ernée en 2015. Donc ouais, les Nations, c'est top. Cette année, ça risque d'être compliqué avec ce fameux coronavirus. Plus, on entend que l'outdoor commencerait maintenant début juillet. Ça va, enfin, on ne sait pas en fait. C'est pour cette année. Peut-être qu'on va peut-être faire une croix dessus, tout simplement. Ouais, et puis c'est très, enfin, ça serait vraiment top qu'ils repoussent tout simplement l'année prochaine et non pas qu'ils annulent et qu'ils donnent la course à un autre pays, à un autre circuit, parce que c'est Ernée là. Ça aurait été Ernée cette année, donc. Et pour moi, Ernée reste le plus beau circuit pour accueillir une course pareille ou un Grand Prix, tout simplement. Enfin, quand on voit le public d'un côté, le circuit de l'autre, pour moi, c'est vraiment le top du top là-bas. Donc, ça serait vraiment triste pour le club de vraiment qu'ils annulent cette année, c'est une chose, mais qu'ils le reportent l'année prochaine, ça serait top, mais qu'ils le perdent pour plusieurs années, ça serait vraiment triste. Et beaucoup de commentaires aussi par rapport au Supercross de Paris. Est-ce qu'on a une chance de t'y voir cette année? C'est vraiment compliqué parce que j'ai pas repris la moto, donc là je sais même pas de quoi sera fait les mois prochains, tout simplement. Après, moi, mon objectif, c'est de remonter sur une moto, de revenir à 100% et tout simplement préparer l'année 2021. Mais en tout cas, ouais, malheureusement, 2 années d'affilée où je suis blessé et que je peux pas participer au SX de Paris, c'est vraiment dommage, surtout que j'ai eu vraiment des moments inoubliables. Depuis le tout début à Paris-Bercy, après à Lille en 2016 et après en 2017 à la U Arena. Des moments inoubliables, donc ouais, c'est toujours top d'y aller. Et si on parle de moments inoubliables, tu nous as parlé de ton top 3, de la victoire à Ernée aux Nations. Est-ce que tu as du coup le top 1 par là? C'est difficile. Parmi tes titres, peut-être? Ouais, mais en fait, ouais, il y a un top 3 de la performance, tu vois, et il y a aussi le top 3 aussi de l'atmosphère de la course en elle-même, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que Ernée en 2015, je pense qu'il a mis la barre très très haute au niveau global de la course, tu vois ce que je veux dire, pas avec les fans français, l'ambiance qu'il y avait, l'atmosphère, le résultat aussi, tu vois, qu'on a gagné tous ensemble un team avec l'équipe. Tu vois, j'ai pas gagné, moi, j'ai pas gagné de manche, à part la manche qualif de samedi, mais tu vois ce que je veux dire. Et même la performance, quand même, avec la 2,5, ouais. Avec Barcia, c'était quand même beau. Ouais, donc ouais, j'ai bien envie de dire, ouais, Ernée quand même numéro 1. Après, forcément, être champion Supercross US en 2,5, c'était mon rêve, c'était vraiment le top. J'ai eu la chance ce jour-là d'avoir mes parents, d'avoir mon beau-père, Mathilde était présente. Et, tu vois, c'était vraiment top, on a vraiment apprécié, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois, il n'y avait pas un public derrière moi. Il y avait mon entourage, ma famille très, très restreint, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment l'atmosphère, la sensation. Mais par contre, voilà, de gagner la course, le championnat, avoir cette plaque noire champion, c'était vraiment un rêve et je l'ai enfin eu. Donc ça reste un bon souvenir, mais c'est pour ça que c'est peut-être un peu en dessous de Ernée, je pense. Mais il y a aussi la Monster Cup. Justement, on l'a eu en commentaire aussi, la Monster Cup, j'allais t'en parler. Ouais, voilà, c'est vraiment une victoire inespérée, quoi. Je suis arrivé à cette course, tu le sais qu'il y a le million à gagner. T'y penses, mais pour être honnête, moi, tout ce que je voulais faire, c'est forcément bien rouler, être bien régulier et puis gagner général, quoi, tu vois. Mais de là à gagner les 3 manches, c'était vraiment exceptionnel. Forcément, il y en a qui vont dire Thomas qui est tombé, après il n'était plus là. Bon, il y avait un Anderson qui était derrière moi quasiment les 3 manches, les 3 fois 10 tours, il était juste derrière moi. Et puis j'ai réussi à le contenir. Donc du coup, ça a été vraiment une journée, enfin une soirée vraiment assez stressante et particulière et que je n'oublierai jamais. Donc du coup, je pense que c'est ce top 3. Ouais.
On a pas mal de questions qui comparent championnat du monde, SXUS, MXUS même. Toi, c'est quoi la plus grosse émotion pour toi? C'est quand tu as été champion du monde ou quand tu as été champion SXUS en 2,5? Du coup, Pour rester sur la catégorie 2,5. Là, mais là, tu vois, ça me rappelle plein de trucs. Du coup, je me dis, merde, j'oublie ça. Et c'est une chance, quoi. Je suis vraiment, quand j'y pense, je suis super fier d'avoir eu tous ces moments-là. Et quand tu parles d'émotion, tout simplement, c'est ma toute première victoire en Supercross US en 450. C'était à Dallas en 2016. Et ouais, non, 2017, merde, je sais même plus. Wow. Tu étais passé en 450 en 2016 et Ouais, tu as eu la première victoire, c'était l'année d'après du coup ou c'était... Je crois que c'était la même. Merde, comment je me souviens. Ouais, fois 2017. Donc du coup, là, c'était très, très, très... Attends, je crois que c'est 2016. Bref, c'était super émotionnel parce que bah, déjà, j'ai pensé très, très fort à mon frère. Il venait de se blesser gravement l'année d'avant, donc ça restait encore assez frais, tu vois. Et puis voilà, tout simplement, du coup, Mathilde, elle a eu le réflexe de l'appeler en FaceTime, tu vois, direct. Et en fait, moi, j'ai passé l'arrivée, j'ai fait mon clicker, je me suis régalé, super heureux, tu vois, et trop content, j'ai célébré et tout. Et là, d'un coup, c'est tombé, je me suis mis à pleurer comme jamais. Et du coup, après, quand je suis arrivé à Mathilde et tout, elle avait mon frère et tout. Et franchement, c'était vraiment top de pouvoir partager ce moment-là. Parce que voilà, tout simplement, une victoire comme ça, voilà, quand j'ai signé mon contrat 450, ma première année, elle a été difficile, tu vois. Donc, tu vois les bonus, 1, 2, 3, tu te dis, mais si un jour je pouvais au moins faire un podium, ça serait énorme, quoi. Et puis voilà, j'ai pas arrêté, je me suis entraîné, j'ai progressé, et puis je suis enfin arrivé à gagner une course. Et puis aussi le fait d'avoir raté ma première victoire, ma toute première année face à Dungey, là, quand je me fais l'erreur dans le dernier tour là, avec Stewart, là, et que je rate la victoire alors que je fais les 20 tours en tête, c'était enfin, tellement mal au cœur de pouvoir d'être si proche du but alors que la finale était tout simplement parfaite. Je me suis retrouvé en tête. Personne derrière vraiment m'inquiétait jusqu'à ce que Dungey arrive et j'ai réussi à le contrôler jusqu'au dernier tour et je perds cette finale. Moi, je me suis dit à la fin, j'en ai pleuré. Là, forcément, pas de joie, mais ça faisait mal. Je me suis dit, est-ce qu'un jour, cette opportunité reviendra, tout simplement, quoi. Parce que voilà, tu peux faire un bon départ, mais voilà, si ce jour-là, tu n'es pas assez rapide, tu as les tops derrière toi, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est vraiment les circonstances de course qui font que, et je me suis dit, est-ce qu'un jour, cette opportunité reviendra? Donc ouais, c'était difficile, c'est pour ça que c'était vraiment émouvant de pouvoir enfin gagner une épreuve en 2017. Et le fait de se blesser comme ça, d'être écarté des circuits pendant un certain temps, est-ce que toi, tu es du genre à faire un point sur toutes les petites erreurs que tu as fait comme ça avant et à essayer de te dire, attends, là, je vais réfléchir sur moi-même ou pas, ou est-ce que tu le fais au feeling? Je pense que je le fais au feeling et peut-être qu'il faudrait que je m'attarde un poil plus sur certains détails, même si voilà, je le fais, mais ouais, ça ferait pas de mal de continuer un peu plus et être un peu plus rigoureux, quoi. Si tu as besoin des années et des dates exactes, tu consultes Nico. Lui, il a un agenda, tu sais, des années de tes victoires, tout ça, c'est bon. Non, même pas. Je suis pas du tout un très bon journaliste. Mais on a, ouais, juste parce qu'on en a parlé en début de live, de partager ce live parce que Updesign mettait en jeu des cadeaux. Et ça, c'est parce que c'est Jérôme Delziani qui était chez KTM à l'époque où tu étais aux US. Je sais pas si tu te rappelles de la présence de Jérôme, mais en tout cas, lui, il était très content de compter dans ce live. Il voulait te faire un petit coucou. Et maintenant, c'est le boss de Monaco. Mais en fait, voilà, ça me fait penser à une question. Est-ce que tu as beaucoup parlé de Mathilde qui a été vraiment la clé de la réussite dans ta carrière, tout simplement. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres personnes comme ça que tu arrives à cibler dans ta carrière qui pour toi ont été très importantes? Ça dépend à quel moment, à quel moment de la carrière. Parce que voilà, si tu pars du tout début, forcément mes parents pour m'avoir amené sur les courses et poussé tout ça, et mon père jusqu'à ce que
ce que voilà, je trouve intime et monter professionnel. Ensuite, voilà, mon entraîneur Kervela qui m'a entraîné quelques années, qui m'a bien aidé, mais surtout au début Catherine Leclinch qui est encore aujourd'hui mon agent qui s'occupe de moi, qui est en France et qui, voilà, grâce à elle, j'ai pu avoir le contact avec Pete Beirer et qui a mis en place voilà, tout pour que je puisse rouler chez KTM. Voilà, il y a Pete Beirer qui était là dans la situation de tout début quand j'ai changé de team en 2009. Ça a été très, 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 très compliqué et il m'a pas lâché, il était là jusqu'au bout et encore aujourd'hui, quoi. Voilà, j'ai eu des blessures pendant ma carrière, mais il m'a jamais laissé tomber. Et puis c'est pour ça aussi aujourd'hui que je suis toujours chez KTM. Donc voilà. Après voilà, j'ai la chance d'avoir Francky, mon mécano, depuis 2012, et Francky qui est devenu, pour moi, c'est comme un membre de la famille, quoi. Je veux dire, on est tellement proches et voilà, il y a tellement de personnes. Qui ont contribué voilà, à m'aider à tout ça, donc j'en oublie sûrement, mais je vais le j'allais te dire, non, je pense que je t'avais demandé une personne, là je pense que tu as oublié personne. Ouais. Là, c'est bon. Nico, est-ce qu'on passerait pas à l'avant-dernière séquence? On arrive quasiment à l'heure de live, l'avant-dernière séquence, as-tu déjà? Ouais. As-tu déjà? Allez, rapidement, Marvin, parce qu'on va te libérer. Je sais que tu as du boulot dans ton garage, donc ça va bosser dur, on va faire vite. Allez, Marvin, as-tu déjà roulé sur une moto d'origine de toute ta vie? Oui. Ouais. Et dernièrement, ça t'arrive quand même? Non, j'allais dire, c'est un oui ou non, ou on débat? Tu peux développer si tu as le temps. Ouais, quand j'étais plus basé, enfin, quand je restais toujours en Californie, chaque année, KTM, ils organisaient aux alentours de Noël, juste avant Noël, en français, je sais pas, bref, une journée en fait, juste avant Noël avec les employés et tout ça. Donc, du coup, ils amenaient toutes les cylindrées quasiment de la gamme KTM. Donc, du coup, d'ailleurs, il y a cette vidéo à Pala quand j'avais roulé avec la 150. Et voilà, j'avais roulé avec la 2 temps et tout ça, la 2,5 et tout. Donc, c'est top, ouais. C'était cool. As-tu déjà mangé un McDo ou un In-N-Out la veille d'une course? Non, impossible. Souvent, les pilotes nous disent après course, oui. Et toi, est-ce que c'est le cas avec Aldon Baker? Est-ce que tu as quand même le droit de manger ça? Non, impossible. Non. Ah là, si Aldon Baker avait été en France, le McDonald's de l'Aréole ou de Marmande aurait fermé. Ouais, c'est possible. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'après, ça m'embête un peu de dire ça parce que pour les jeunes, mais c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, forcément, le McDo d'après-course, il était primordial, quoi. Quand j'étais en cadet, quand j'étais en junior. Après, voilà, quand tu je vais pas dire montes de catégorie, quand tu vieillis un petit peu, tu apprends, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu as plus d'expérience et tout ça. Et que, surtout qu'ici, arrivé aux États-Unis, et encore plus depuis 2014, depuis que je suis avec Baker, voilà, tu récupères mieux quand tu manges sainement, tout simplement. C'est sûr, tu te fais super plaisir et que c'est super bon. Mais voilà, après, nous, on remonte sur la moto dès le lundi. Bon, on a le dimanche off parce que les courses, c'est le samedi. Mais tu vois ce que je veux dire? On rattaque le dimanche, on fait un décrassage. Et le lundi, on remonte sur la moto. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de vraiment... tu peux le faire une fois, mais c'est vrai que le faire tous les week-ends, non. Pas possible. Mais moi, ça fait plusieurs années que je le fais plus du tout, c'est sûr. Allez, dernière question. As-tu déjà pensé dans ta carrière à arrêter la moto? Oui, forcément. Il y a des moments où voilà, si tu es fatigué ou que tu roules pas bien ou que tu as une petite blessure. Après, de là, vraiment, dire de tout arrêter, peut-être, ça m'est déjà traversé l'esprit, c'est sûr. Tu te dis, putain, j'ai envie d'arrêter, mais quelques temps après, tu vois ce que je veux dire, ça dure jamais très longtemps. Après, tu refais un bon résultat. Je parle surtout au niveau en pleine saison, quoi, quand tu fais des courses. Ou du coup, quand voilà, tu fais un bon résultat, tu fais un meilleur résultat, tu vois ce que je veux dire, c'est reparti, quoi. C'est plus quand tu as des mauvais résultats des fois ou quand tu te blesses, c'est difficile, quoi. Bon, beaucoup de commentaires de Benjamin Ricard, Guillaume Darier sur les McDo d'après-course, mais avant, à la belle époque.
Donc, Ouais, c'est clair. ça On rappelle. en parle après. Ça rappelle. J'en fais, par contre, ouais, j'en fais, mais enfin, et encore très peu. Au mois de septembre, vraiment après la saison, quand je fais plus rien, bon, je me fais un petit peu plaisir. Mais c'est vrai qu'après, après c'est aussi voilà, mode de vie aussi. Enfin, je veux dire, voilà, je sais à quel point c'est important, voilà, de bien manger. Donc voilà, c'est vraiment l'expérience aussi, quoi, qui fait énormément. Bon, très bien. Désolé à tous ceux qui posent des questions auxquelles on ne peut pas poser parce qu'on arrive à l'heure de live. On a juste une dernière question pour toi, Marvin, et après on te libère pour ce fameux garage. La question du jour, elle est obligatoire parce qu'elle est présentée par CBO Group. CBO Group qui sont à Agen et Toulouse et 8-racing.com pour se procurer la déco que Marvin avait chez Bud Racing à la belle époque, comme on l'a dit. À l'époque, on pouvait manger des McDo après course. Et ça, c'était avant. Marvin, la question, c'est doit-on obligatoirement rouler en 125 en sortant du 80 ? C'est une question qui peut servir aux plus jeunes. On sait qu'aux US, ça se fait très peu. On passe de suite aux 254 temps. Toi, ben, tu as passé sur un 125. Ça n'a pas duré énormément de temps, mais bon, tu as fait une année, il me semble, en junior, au moins. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui est primordial pour progresser ? Ben ouais, je vais raconter un peu mon expérience que j'ai eue tout simplement parce que c'est une question assez difficile à répondre. Je pense que tout simplement ça dépend aussi de ton gabarit quand tu es en fin du 85, j'ai envie de dire. Si tu es assez fort physiquement, assez grand, pourquoi pas monter en 2,5 direct. Mais je pense que la transition, pour moi, elle a été très très importante. Même si à la fin du 85, j'étais assez grand, assez grand pour le 125, mais peut-être un peu trop grand pour le 80. Après, moi aussi, ce que j'ai fait avec mon père, c'est que je roulais en 85, mais j'étais en pleine saison cadet et tout ça, mais je faisais déjà du 125 en fait. Donc du coup la transition elle s'est pas faite d'année en année quoi, elle s'est faite milieu d'année du 85, j'étais déjà sur un 125. Ouais, c'est vrai que je me rappelle, t'étais même assez petit sur le 125 quand tu en faisais. Ouais, et encore même, non, c'est l'année d'avant parce qu'en 2005 c'est ma dernière année KD 85 et en 2004 j'avais déjà fait le Supercross de Lavore en 125. Donc très très tôt et je pense que le niveau poids, niveau maniabilité aussi, c'est quand même beaucoup plus facile une 125 qu'une 2,5. Donc pourquoi pas commencer le 125 comme j'ai pu le faire assez tôt et continuer le 80. Et après j'ai fait exactement pareil avec la 2,5 4 temps. Je roulais en 125 et je faisais aussi du 2,5 4 temps. En fait, il y a une saison en 2006 où je faisais le junior en 125. Et l'élite en 2,5 temps et le Supercross aussi en 2,5 temps. Donc c'est vrai que et aussi le fait de changer de moto, c'était relativement fun pour moi. Je me faisais vraiment plaisir. Surtout quand je passais du 125 au 80, là c'était vraiment un régal. Putain, ça a joué après. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je pense que pour répondre à la question, je pense que c'est important à un moment donné de passer au 125 et après le 2,5, mais peut-être dans la même année, quoi, tu vois. Pas faire une année complète sur la même moto et après passer sur une autre moto à temps complet, tu vois ce que je veux dire. Bon, très bien. Merci beaucoup, Marvin, ça fait plaisir. Merci de nous avoir accordé 1 heure. Ça marche. On va te laisser. Écoute, on te dit à une prochaine. On espère que cette blessure sera très rapidement un mauvais souvenir. Un souvenir qui va passer très rapidement, on va dire. Je m'exprime très mal. C'est sûr que je vais m'en rappeler de celle-là parce que déjà qu'elle est difficile, mais en plus avec la situation de cette année-là, laisse tomber. Là. Bon, au final, t'as moins perdu que les autres années. C'est que si ça avait été une année classique. Donc, Ouais, carrément. Bon, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Il y avait beaucoup de monde. Marvin, si tu veux lire les questions, il y en avait énormément. Mais bon, on n'a pas pu répondre à tout le monde. Merci à toi. Ouais. Merci à tout le monde. Très bientôt. Yes, merci à vous. Merci. Allez, bonne soirée. À bientôt tout le monde. Salut à tous.